J'attendais à la caisse de chez Maison du Monde avec un chariot rempli de coussins décoratifs. Je n'avais absolument pas besoin de ce velours vert sauge ni de ce modèle en toile de jute un peu rêche sur lequel était brodé « Famille ». C'était un mardi soir, le genre de soirée qui sent la bougie à la cannelle et l'ennui profond de la banlieue parisienne. J'étais sur le point de payer un plat en céramique quand mon téléphone a vibré. C'était ma sœur, Manon, qui m'envoyait 8 mots qui allaient tout changer. Tu ne viens plus au mariage. Seulement la vraie famille. Pas d'émoji, pas d'explication, rien d'autre. Au début, j'ai cru à une blague. Manon avait toujours été portée sur le mélodrame, c'est vrai, mais me désinviter ainsi me paraissait impensable. Je n'avais rien fait, du moins rien de récent. Nous ne nous étions pas disputés, nous nous étions à peine parlé normalement ces dernières semaines. Mais quand j'ai ouvert le groupe WhatsApp, celui avec nos cousins, notre mère, nos tantes et quelques-unes des demoiselles d'honneur de Manon, j'ai vu les messages qui suivaient. L'une des demoiselles d'honneur, Chloé, avait envoyé un emoji qui pleure de rire. Puis Manon avait ajouté « On ne veut pas de drame pour mon grand jour. Clémence ne fait juste plus vraiment partie de tout ça maintenant. » Une cousine a répondu « Mais ne vient-elle pas de payer pour l'ajustement de ta robe ?» Manon a répliqué immédiatement « Oh que si, mais c'est annulé aussi. Elle n'a qu'à reprendre sa charité. » D'autres icônes de rire ont envahi l'écran. Personne n'a pris ma défense. Pas un seul. J'ai fixé mon téléphone comme si je voulais l'enflammer du regard. Je n'arrivais même pas à réaliser. J'avais toujours été celle qui répondait présente, j'avais payé ses frais quand Manon était à la fac, je l'avais aidée pour son premier appartement à Lyon, je m'étais occupée de ses dettes quand elle avait explosé son plafond de carte bleue il y a 2 ans. Et je ne lui avais jamais réclamé un centime. Pour cet événement, j'avais déjà versé la compte pour la moitié du traiteur, le digi, et toutes les compositions florales parce qu'elle disait être à court de liquidité. Elle m'avait dit que j'étais la seule en qui elle avait confiance pour gérer les choses. C'était il y a 6 semaines. Et maintenant, soudainement, je n'étais plus assez de son sang pour assister à la cérémonie. Je n'ai rien dit pendant un long moment. J'ai juste laissé mon chariot à la caisse et je suis sortie du magasin. Je suis rentrée directement chez moi, je me suis assise sur mon canapé et j'ai parcouru chaque reçu, chaque facture que j'avais. Puis, j'ai tapé ma réponse, parfait. Dans ce cas, tu peux régler tes propres factures. Elles ont trouvé ça hilarant sur le moment. Mais au matin, c'est devenu de la folie. Je n'ai pas quitté le parking en trombe. Je n'ai pas fait crisser les pneus ni klaxonner. J'ai conduit jusque chez moi dans un silence absolu, ce genre de silence lourd et pressurisé qu'on ressent dans les oreilles quand un avion décolle. Les lampadaires n'étaient plus que de longues traînées oranges et blanches. Mais mon esprit était d'une clarté cristalline. Je me suis assise sur mon canapé d'angle beige, celui dont Manon s'était moqué parce qu'il était trop classique, et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler les opérations, encore et encore. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était des preuves. Les preuves de chaque fois où j'avais été son filet de sécurité, celle qui répare tout, la bonne sœur. J'ai fait des captures d'écran, pas seulement des transactions, mais des factures spécifiques que j'avais reçues par mail. Celle avec mon nom sur la ligne du payeur et le sien sur la ligne de l'événement. Puis je suis retournée sur le groupe WhatsApp. Il était toujours actif. Quelques cousins envoyaient des GIFs de gens buvant du thé, savourant le spectacle. Ils pensaient que j'étais en train de pleurer. Ils pensaient que j'étais humiliée. Ils n'avaient aucune idée que j'agissais en ce moment même avec la précision froide d'un expert comptable judiciaire. J'ai tapé mon message, très bien. Alors la vraie famille n'a qu'à payer ses propres comptes. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai commencé à joindre les fichiers les uns après les autres, les laissant charger lentement pour que les notifications fassent « ding, ding, ding » sur leur téléphone. Facture traiteur, 6 250 €. Prestation Digi, 1 500 €. Composition florale, 2 400 €. Acompte photographe, 1 800 €. J'ai envoyé les captures de chacun d'eux, le tampon, payé, bien visible en vert à côté des 4 derniers chiffres de ma carte bancaire.
Et puis j'ai fait la partie qui ressemblait à presser une détente. J'ai appelé les prestataires. Il était tard, j'ai donc dû laisser des messages vocaux aux photographes et aux DJ, mais l'entreprise de traiteur avait un portail en ligne. Je me suis connecté. J'ai trouvé le bouton « Annuler l'événement ». Le site m'a demandé si j'étais sûre. Il m'a prévenu des frais de non-remboursement. Je m'en moquais. J'ai cliqué sur « Oui ». Pour la fleuriste, j'ai envoyé un mail direct à la propriétaire, une femme charmante nommée Madame Lambert, avec qui j'avais pris un café 3 fois pour discuter de l'obsession de Manon pour les hortensias blancs. Veuillez annuler la commande immédiatement, ai-je écrit. Le financement de cet événement a été retiré. Je les ai tous annulés. Un par un. Le groupe WhatsApp s'est à nouveau enflammé, mais pas encore par panique. Au début, c'était plutôt de la moquerie. Manon a envoyé un texte disant « Ok, quelqu'un est aigri apparemment ». Chloé a posté un mème sur les mariées capricieuses contre les sœurs Fauché, ce qui n'avait même pas de sens puisque c'était moi qui avais l'argent. Il riait de moi, pensant que je bluffais, pensant que je faisais juste du bruit. Mais le lendemain matin, l'ambiance avait changé. Les cœurs et les réactions, NDR, avaient disparu. Ils ne riaient plus. Il commençait à réaliser que quand le distributeur automatique s'en va, la fête s'arrête. À mon réveil, mon téléphone affichait 63 messages non lus. Je ne les ai même pas consultés tout de suite. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, le parquet frais sous mes pieds, et j'ai préparé un café. J'ai ouvert la fenêtre au-dessus de l'évier et j'ai laissé entrer l'air vif de l'automne qui sentait les feuilles mouillées et la pluie. J'étais calme, d'un calme glacial, ce genre d'immobilité qui vous envahit après que quelqu'un a actionné un interrupteur dans votre poitrine qui ne pourra plus jamais être éteint. Quand je me suis enfin assise avec ma tasse et que j'ai ouvert la discussion, le ton avait complètement basculé pendant la nuit. La moquerie avait laissé place à une panique frénétique et saccadée. Manon, tu plaisantes, j'espère ? Tu as vraiment annulé les prestataires ? C'est bas, Clémence, même pour toi. Puis maman s'est incrustée, ses messages arrivant dans un flux rapide de culpabilisation, tu dois régler ça immédiatement. C'est le grand jour de ta sœur. Elle était stressée. Elle ne le pensait pas. On ne détruit pas un événement familial par pure méchanceté. J'ai relu celui-là 2 fois. Par pure méchanceté. Je n'avais rien dit de cruel. Je n'avais pas insulté son physique ni fait de crise de nerfs. J'avais juste coupé le robinet d'argent. Celui que je n'aurais jamais dû ouvrir au départ. Puis Manon a envoyé le message qui m'a vraiment touchée, tu as toujours été jalouse parce que je me mariais la première. Tu n'as jamais voulu que ça m'arrive. Celui-là m'a un peu serré le cœur. Non pas parce que c'était vrai, ça ne l'était pas, mais parce qu'elle y croyait sincèrement. J'ai commencé à réaliser qu'elle ne me voyait plus seulement comme son plan de secours. Elle me voyait comme la méchante dans son petit monde imaginaire. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de la fleuriste, Madame Lambert. Elle semblait bouleversée. Elle m'a dit que Manon l'avait appelée en hurlant, exigeant que les commandes soient rétablies, affirmant que je n'avais aucun droit d'annuler, mais le contrat était clair, le paiement avait été fait à mon nom. J'ai dit à Madame Lambert que je ne couvrirais plus rien et je lui ai souhaité bon courage pour gérer la mariée. Puis j'ai reçu un appel de papa. Mon père n'appelle jamais. C'est le genre d'homme qui communique par grognement et hochement de tête. Alors quand son nom s'est affiché, j'ai cru que peut-être, enfin, quelqu'un allait voir la situation telle qu'elle était. Pas du tout. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a demandé si j'avais vraiment saboté le mariage de Manon. Il a demandé si j'en étais encore à cette histoire de prêt-auto d'il y a 2 ans. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait d'aucune dispute passée. Il s'agissait de s'entendre dire qu'on n'est pas de la vraie famille, tout en payant la facture de la fête. Il a soupiré, un long soupir lourd de déception, tu es mesquine, Clémence. Tu nous fais honte. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste raccroché. Ils étaient tous si inquiets pour les apparences, pour l'embarras. Ils pensaient que j'étais chez moi à pleurer ou peut-être à rager, mais ce n'était pas le cas. Je préparais la suite.
Ce soir-là, j'ai envoyé un dernier message sur le groupe. Une seule phrase pour leur faire savoir que je n'en avais pas fini, attendez votre cadeau de mariage. Personne n'a répondu. Pas un seul. Ils devaient probablement être tous ensemble dans le salon de mes parents à chuchoter sur mon compte, me traitant de folle, d'égoïste, d'aigrie. Mais je n'étais pas là à m'apitoyer sur mon sort. Je travaillais sur quelque chose de bien plus permanent. Voyez-vous, Manon avait oublié un détail crucial. Elle avait oublié que j'avais vécu avec elle, que je connaissais tous ses mots de passe, que je l'avais aidée à nettoyer des bêtises qu'elle m'avait supplié de ne pas dire à papa et maman, et plus important encore, elle avait oublié le soir du réveillon du Nouvel An. Cette nuit-là, j'étais entrée accidentellement dans sa chambre en cherchant un chargeur de téléphone et je l'avais vu embrasser quelqu'un qui n'était certainement pas son fiancé, Thomas. Il s'appelait Hugo, son ex de l'université, celui qu'elle jurait détester. Et j'avais une vidéo. Je n'avais pas eu l'intention de la prendre. J'avais tâtonné pour allumer ma lampe torche dans le couloir sombre et j'avais accidentellement appuyé sur enregistrer à la place. L'image était tremblante, filmée à travers l'entrebâillement de la porte, mais le son était d'une netteté absolue. Je l'avais gardé de côté à l'époque, me disant que ce n'était pas mes oignons, mais maintenant, c'était tout à fait mes oignons. Je n'ai rien dit de la semaine. Je les ai laissés mariner. Manon postait des légendes vagues sur Instagram parlant d'énergie toxique et de protéger sa paix. Quelques-uns de nos proches les repartageaient en ajoutant des émojis de mains jointes. Le mariage avait toujours lieu. Elle avait réussi à trouver des remplaçants à la va-vite, un traiteur bon marché, probablement une playlist au lieu d'un DJ, mais le spectacle continuait, et j'allais être là. La cérémonie était prévue le samedi après-midi dans un domaine viticole loué à 2 heures de la ville. Je n'étais techniquement plus invitée, mais je savais qu'ils ne vérifieraient pas mon nom à l'entrée. C'était une affaire de famille, décontractée, sans sécurité. Manon pensait probablement que je n'oserais jamais montrer mon visage après tout ce drame. C'est là qu'elle a fait une erreur de calcul. Je suis arrivée dans une robe bleu marine, sobre, juste assez pour me fondre dans le décor. J'avais même apporté une carte, glissée dans une petite enveloppe blanche, que j'ai déposée dans l'urne près du livre d'or. À l'intérieur de la carte, j'avais écrit 6 mots, « J'espère que tu aimeras les souvenirs ». Je suis restée au fond pendant la cérémonie. Je n'ai parlé à personne. La majeure partie de la famille était assise à l'avant, nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents. Manon se tenait sous une arche fleurie de fausses vignes, son sourire était immense, sa robe terriblement chère pour quelqu'un qui ne pouvait pas se payer des centres de table 3 jours plus tôt. Son fiancé, Thomas, avait l'air heureux. Nerveux, mais heureux. Je l'ai observé attentivement. Ce type avait toujours été assez gentil, poli lors des réunions de famille, ennuyeux d'une manière qui le faisait paraître digne de confiance. Je n'avais aucune raison de ne pas l'aimer. En fait, je me sentais mal pour lui. Il n'avait aucune idée de la personne avec qui il s'apprêtait à s'engager pour la vie. Quand l'officiant a commencé la dernière partie de la cérémonie, les vœux, j'ai sorti mon téléphone. J'avais déjà préparé la vidéo. Elle ne durait que 18 secondes. La voix de Manon était claire comme le jour, ses mains dans les cheveux de Hugo, riant, murmurant, « Il est juste mon filet de sécurité. Je ne l'aime pas comme je t'aime toi. » J'ai cliqué sur envoyer. La vidéo est partie sur tout le groupe WhatsApp de la famille. Chaque cousin, tante, oncle, et oui, Thomas. J'ai vu le moment exact où il a senti la vibration dans sa poche. Manon aussi. Son sourire a tressailli, juste un instant, comme une ampoule sur le point de griller. Il a sorti son téléphone en plein milieu de la cérémonie. Ma mère aussi, ainsi que ma tante et ma cousine Chloé. Un par un, les gens ont commencé à murmurer, des regards confus s'échangeaient, les écrans s'allumaient comme des lucioles dans la lumière déclinante de l'après-midi. Puis Thomas a levé la main, interrompant l'officiant en pleine phrase. Il s'est tourné vers Manon et a dit quelque chose à voix basse, quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre, en lui mettant l'écran sous les yeux. Elle est devenue livide. Elle a essayé de lui arracher le téléphone, mais il l'a retiré brusquement. Puis il a regardé au-delà d'elle, droit dans la foule,
scrutant les visages jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens, alors que je me tenais dans l'ombre au fond. C'est à ce moment-là que j'ai avancé, remontant l'allée centrale jusqu'à l'hôtel. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. J'ai juste dit une chose, ma voix portant dans le silence stupéfait du domaine, vous avez tous besoin de savoir qui est réellement ma sœur. Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu. Manon ne parlait pas. Elle me fixait simplement, hébétée, la bouche ouverte comme si elle ne savait pas quelle émotion feindre en premier. Puis tout a dégénéré. Manon s'est jetée sur moi, manquant de renverser l'officiant. Elle hurlait des choses que je ne parvenais même pas à distinguer, probablement des menaces ou des insultes. Mais avant qu'elle ne m'atteigne, Thomas s'est interposé entre nous et lui a saisi le bras. Elle s'est ensuite retournée contre lui. Grosse erreur. Parce que Thomas n'a pas lâché. Il n'a pas crié. Il est resté là, le visage de marbre, lui tenant le poignet comme si elle était une étrangère qui venait d'essayer de lui voler son portefeuille. Il lui a posé 2 mots, c'est vrai? Manon s'est mise à pleurer. Pas un pleur élégant, un pleur désespéré, le visage rouge, haletante. Elle n'arrêtait pas de dire « je suis désolée » et que « ça ne voulait rien dire » et que « c'était juste une fois ». Mais Thomas ne la regardait plus. Il regardait à nouveau la vidéo. Puis il est parti. Pas seulement de l'hôtel, mais du domaine, il est monté dans sa voiture et a démarré. Manon s'est effondrée sur l'herbe, toujours en sanglots. Notre mère a couru vers elle. Quelques demoiselles d'honneur ont suivi. Personne ne s'est approché de moi. Je suis retournée à ma voiture sans regarder en arrière. Sur le chemin du retour, j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin de voir le carnage. Je le connaissais déjà. Quand j'ai rallumé mon téléphone ce soir-là, je m'attendais à une tempête. Ce que j'ai eu, c'était un genre de chaos silencieux, celui qui pèse plus lourd que les cris. J'ai reçu 63 appels manqués cette nuit-là. La plupart de ma mère, quelques-uns de numéros inconnus, probablement des parents essayant de faire croire qu'ils avaient soudainement une opinion neutre. Un message vocal de Manon. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai juste supprimé. Le groupe WhatsApp était une zone de guerre. Les messages volaient dans toutes les directions. Certains avaient encore la vidéo ouverte, commentant en dessous comme s'il s'agissait d'un post Facebook. Oncle Raymond, c'est une honte absolue. Cousine Chloé, je savais qu'il y avait un truc louche avec elle. Elle a essayé de draguer Hugo à ma soirée de fiançailles l'année dernière. Maria, c'est une affaire privée. Clémence, ce n'était pas ta place. Que tout le monde arrête. Ça n'aide pas. Et enfin, mon père, nous ne tolérerons pas ce genre d'humiliation publique dans cette famille. Pas son infidélité, pas ses mensonges, pas ce qu'elle avait dit sur Thomas étant un filet de sécurité. Non, le problème était que je l'avais révélé et que, ce faisant, je leur avais donné une mauvaise image. Au matin, la discussion était de nouveau calme. Puis les SMS ont commencé à arriver un par un en privé. Tu as approuvé ce que tu voulais. Ça suffit maintenant. Manon, j'espère que tu es contente. Tu as détruit ma vie. Tu ne connais même pas toute l'histoire. Cousine Clémence, tu vas bien? Ce dernier message m'a fait marquer une pause. C'était le premier qui n'était pas chargé de jugement. Je l'ai fixé un long moment, mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas de sympathie. Je voulais de l'espace. Cet après-midi-là, papa a rappelé. J'ai laissé sonner. Il a laissé une seule phrase, ta mère est inconsolable. Appelle-la. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'à l'endroit où Thomas travaillait, un petit garage dans l'est de la ville. Je ne savais pas trop pourquoi. Peut-être juste pour m'assurer qu'il allait bien ou peut-être pour m'excuser. Il n'était pas là. Son collègue a dit qu'il avait pris sa semaine. J'ai laissé mon numéro et je leur ai dit de le lui donner s'il voulait un jour discuter. Puis je suis rentrée, j'ai tiré les rideaux et j'ai dormi pendant 13 heures. À la fin du week-end, Manon avait supprimé tout son Instagram. Plus de publications,
plus de stories, juste sa bio et une photo de profil qui semblait dater de l'année dernière. Les photos du mariage, celles qu'elle avait postées à l'avance avec le hashtag qu'elle avait inventé, tout avait disparu. Le hashtag lui-même avait été détourné. Les gens avaient commencé à poster des mèmes en l'utilisant. Certains avaient même repartagé la vidéo montée avec une musique dramatique. Elle était humiliée publiquement maintenant. Et soudain, je n'étais plus la méchante. Mais ça n'a pas duré car, en quelques jours, la famille a fait bloc. Maman a envoyé un autre SMS, nous t'avons mieux élevé que ça. C'est ta sœur. Tu étais censé la protéger, pas la détruire. Et puis est tombé le coup de grâce, nous ne sommes pas sûrs de vouloir que tu viennes pour Noël cette année. Les choses sont encore trop fraîches. J'ai fixé ce message plus longtemps que les autres. Après tout ce que Manon avait fait, les mensonges, la trahison, l'arrogance, la façon dont elle m'avait utilisée comme une banque avant de me jeter, c'était moi qu'on mettait à la porte, pas elle. Moi. Alors, j'ai tapé une phrase en retour, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là. J'ai quitté le groupe familial, bloqué le numéro de Manon, supprimé les messages vocaux, puis je suis restée assise sur mon canapé, seule. Sans drame, sans colère, juste dans le silence. C'est là que je l'ai réalisé pour la première fois. Je n'avais plus de sœur. La semaine après le mariage a été d'un calme étrange. Aucun appel, aucun SMS, pas même un commentaire passif-agressif sur mes réseaux sociaux, ce qui était bizarre vu à quel point ma famille était d'ordinaire bruyante quand elle était mécontente. Ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils n'avaient rien à dire. Ils étaient silencieux parce que j'étais devenue le problème dont on ne veut pas parler en public. La tâche qu'on ne peut pas nettoyer sans attirer davantage l'attention. Manon ne m'a plus contactée. Je pensais qu'elle ferait peut-être une déclaration, quelque chose sur le fait d'être trahie ou incomprise, mais non. Elle a disparu. Rayée des pages de tous nos amis communs. C'était comme si elle était passée dans la clandestinité. Noël est arrivé et est reparti. Je l'ai passé à manger des sushis sur mon canapé devant un documentaire sur les épaves de navires. Assez approprié, j'imagine. J'ai commencé à réaliser à quel point mon identité avait été liée au fait de tout réparer pour Manon, pour mes parents, pour tout le monde. Sans ce rôle, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Un après-midi, j'ai fouillé dans mon placard et j'ai trouvé une boîte à chaussures remplie de vieilles photos, celles de quand Manon et moi étions enfants. Des pyjamas assortis, des fêtes d'anniversaire, un voyage à la plage où nous faisions des châteaux de sable et nous nous disputions pour savoir qui aurait la dernière glace. Je me suis assise par terre à fixer nos stupides visages brûlés par le soleil et je me suis demandé si tout cela avait été réel. M'avait-elle jamais vue comme sa sœur ou juste comme un autre filet de sécurité? Je n'ai pas jeté les photos. J'ai juste remis la boîte à sa place. Certaines choses ne méritent pas d'être brûlées, même quand elles font mal. Mais c'est là que tout s'est vraiment apaisé en moi. Ce n'était pas juste la fin d'une dispute. C'était la fin d'une relation. Une relation que je portais seule depuis des années sans m'en rendre compte. Et elle ne m'avait jamais dit merci, pas une seule fois. Janvier est arrivé vite. Des matins froids, du givre sur les vitres, des décorations de fête encore accrochées aux maisons comme si de rien n'était, comme si le monde avait continué sa route sans rien rater. Je n'avais eu de nouvelles de personne dans ma famille depuis Noël. Pas même un mail de chaîne de vœux de la part de ma tante Linda, qui envoyait pourtant ses trucs comme une horloge. Rien. C'était comme si j'avais été discrètement découpée de la photo de famille. Pas de grand discours, pas de confrontation, juste effacée. J'avais pensé que peut-être la nouvelle année briserait le silence, que quelqu'un craquerait, que quelqu'un m'enverrait un truc bête et neutre du genre « Tu vas bien ?» Mais le seul message que j'ai reçu le matin du 1er de l'an venait d'un ancien collègue. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis allée dans un petit bistrot encore ouvert, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai mangé des tartines toute seule pendant qu'un jeune couple dans un coin donnait la béquée à leur enfant. Je n'avais pas pitié de moi-même. Je n'étais même pas triste. C'était juste calme. Et puis, quelque part vers la mi-janvier, j'ai reçu un mail de Manon. Pas un message, pas un appel, un véritable email. L'objet était, pour ce que ça vaut.
Pas de salutations, pas d'excuses, juste un mur de texte. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Que je lui avais toujours donné l'impression qu'elle me devait quelque chose. Que je n'avais jamais compris à quel point il était difficile de grandir dans mon ombre, même si je pensais l'aider. Que j'avais fait exploser sa vie par pure méchanceté. Elle disait que Thomas n'était pas parfait, que Hugo était une erreur, que j'avais ruiné son avenir. Elle n'a pas dit pardon. Elle a dit, tu m'as fait me sentir comme une moins que rien. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Tu m'as fait me sentir comme une moins que rien. C'est drôle, ai-je pensé. C'est exactement ce qu'elle m'avait dit avant de me virer de son mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le message et j'ai bloqué l'adresse. C'était la dernière fois qu'elle essayait de me joindre. Puis, environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Thomas. Un numéro inconnu. Je n'ai décroché que parce que j'attendais un appel professionnel, mais à la seconde où j'ai entendu sa voix, je me suis figée. Il m'a demandé si j'avais un moment pour parler. Je lui ai dit que je ne lui devais rien, mais il a répondu que ce n'était pas pour ça qu'il appelait. Il a dit « merci ». Il a dit qu'il avait regardé la vidéo 10 fois cette nuit-là, et pas parce qu'il ne la croyait pas. Il la croyait. Mais parce qu'il ne comprenait pas comment il avait pu rater ça. La façon dont elle avait été distante, distraite, puis excessivement affectueuse juste avant leur grande dispute. Tout prenait sens maintenant. Elle n'avait pas de doute sur lui, elle voulait juste être vue comme la gentille, la victime. Il m'a dit qu'il avait quitté la ville, annulé le bail de leur appartement, pris un congé et qu'il était parti chez un ami en Haute-Savoie. Il a ajouté qu'il n'avait même pas encore dit à ses propres parents ce qui s'était passé. Je ne sais pas qui je m'apprêtais à épouser, a-t-il dit. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. Il m'a demandé si j'allais bien. C'était la première fois que quelqu'un me posait vraiment la question en le pensant. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Je n'étais pas triste exactement. Je n'étais plus en colère non plus, juste vide, comme si quelqu'un avait découpé une partie de ma vie pour la remplacer par de l'air froid. Il a dit une chose que je n'oublierai pas, parfois, on perd des gens qui n'ont jamais vraiment été à nous. J'ai commencé une thérapie en février. Pas parce que je me sentais brisée, mais parce que je ne voulais pas devenir insensible. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans ces années passées à essayer d'être son filet, sa béquille, celle qui répare tout. J'ai dû apprendre que protéger des gens qui ne veulent pas de votre protection ne vous rend pas noble. Ça vous rend juste fatigué. Un soir, ma thérapeute m'a posé une question qui m'est restée dans les côtes comme un bleu. Quelle partie de vous attendez-vous encore qu'ils reconnaissent ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé l'horloge au mur, écoutant le tic-tac, mesurant le silence. Après un moment, j'ai dit que j'étais assez, même sans avoir besoin d'être utile. C'était ça. C'était la blessure que je n'avais pas réussi à nommer. Je ne sais pas où est Manon aujourd'hui. J'ai entendu par une cousine, des mois plus tard, qu'elle s'était installée avec Hugo, qu'ils avaient rompu après 2 mois, quelle surprise, et qu'elle vit maintenant chez une amie en travaillant dans un job dont elle refuse de parler. Je ne lui souhaite pas de souffrir. Je ne lui souhaite rien, en réalité. Je ne la considère simplement plus comme ma sœur. Et ce n'est pas de la vengeance. C'est la paix.